La route T0504. Sur les cartes d'avant-guerre, elle apparaît comme une fine ligne grise reliant Konstantinovka à Pokrovsk. 47 km d'asphalte posés à l'époque soviétique à travers les steppes du Donbass. Une route secondaire sans intérêt particulier, comme il en existe des centaines à travers l'Ukraine. Pourtant, à l'automne 2024, cette artère de transport quelconque s'est transformée en quelque chose de plus qu'une simple route. Elle est devenue un symbole. Le symbole de la mutation du visage même de la guerre au XXIe siècle. Le symbole de la capacité des technologies à transformer l'infrastructure la plus banale en champ de bataille d'une intensité inédite. Et surtout, le symbole de la façon dont une armée moderne peut être méthodiquement et impitoyablement anéantie, non pas par des coins blindés ni par des frappes aériennes massives, mais par un essaim de drones bon marché chassant au-dessus d'une seule route. En décembre 2025, les statistiques de la T0504 ressemblaient au bilan des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 2000 véhicules détruits. Plus de 3000 tués et blessés. Le ravitaillement de tout un groupement opérationnel divisé par 5. Ces chiffres n'étaient pas le résultat d'une seule bataille d'envergure. Ils étaient le bilan de 15 mois d'une guerre d'usure continue, épuisante, méthodique. Une guerre où chaque trajet en camion se transformait en roulette russe avec un nombre croissant de balles dans le barillet. Une guerre où l'adversaire ne prenait pas d'assaut les fortifications de front, mais étranglait patiemment, jour après jour, kilomètre après kilomètre, le groupement ennemi en sectionnant son dernier lien avec l'arrière. L'histoire de la route T0504, c'est l'histoire de la mutation de la nature de la guerre. C'est la chronique d'une course technologique où chaque moyen de protection engendrait immédiatement une méthode de frappe nouvelle et plus sophistiquée. C'est la tragédie de milliers de gens ordinaires, chauffeurs et équipages, jetés par leur commandement dans le hachoir d'une économie cynique de la mort, où la vie humaine valait moins cher qu'une caisse d'obus. Mais c'est avant tout la démonstration éclatante que dans un conflit moderne, la victoire ne revient pas à celui qui possède le plus de chars, mais à celui qui est capable de sectionner les veines logistiques de l'adversaire, le condamnant à une lente asphyxie. Le groupement des forces ukrainiennes de Pokrovsk, autrefois considéré comme l'une des formations les plus combatives, a été en réalité détruit, non pas dans un affrontement direct, mais par la faim. La soif de munitions et la démoralisation totale engendrée par le cauchemar des trajets quotidiens sur la route, que les soldats ukrainiens ont baptisé simplement et terriblement la route de la mort. À l'été 2024, la route T0504 vivait sa vie militaire mesurée. Selon les critères du théâtre d'opération, elle se trouvait dans une zone relativement calme. La ligne de contact passait plus à l'est, dans la région de Chassiv Yar et Toretsk. Pokrovsk et Konstantinovka étaient considérés comme l'arrière profond, où l'on pouvait souffler, boire un café à la cantine de campagne et ne pas sursauter à chaque bruit. Par conséquent, la route reliant ces villes était perçue comme une artère de transport sûre. Aucune mesure de précaution particulière n'était prise. Les convois de camions circulaient ouvertement, de jour, sans blindage, sans intervalle, souvent même sans couverture appropriée par des moyens de guerre électroniques. Les statistiques d'août étaient rassurantes. Jusqu'à 400 véhicules de tout type passaient quotidiennement sur la route. Des Oural et Kamaz civils aux transporteurs militaires spécialisés. Les pertes étaient statistiquement négligeables, environ un véhicule pour 1000 trajets. Cela rentrait dans le pourcentage acceptable de pertes non combattantes que toute armée impute aux pannes techniques, accidents de la route et impacts d'artillerie aléatoires. Le commandement du groupement de Pokrovsk pouvait dormir tranquille. Le ravitaillement arrivait sans interruption. La route T0504 assurait jusqu'à 80% de tous les besoins de la garnison en munitions, vivres, médicaments et personnel. Elle n'était pas simplement une route, elle était le système sanguin de tout le groupement opérationnel. Cependant, ceux qui suivaient attentivement la situation pouvaient remarquer des signes inquiétants. Le renseignement russe enregistrait une activité atypique pour une préparation d'offensive classique. Autour de Chassiv Yar et le long des axes d'attaque présumés apparaissaient non pas des concentrations de chars et d'artillerie, mais autre chose. Des relais. Des dizaines de stations mobiles de communication camouflées, disséminées dans les boisements et sur les hauteurs. Ce n'était pas l'infrastructure d'une percée blindée. C'était l'infrastructure d'un type de guerre totalement différent. Une guerre où l'arme principale ne serait pas les obus,
mais le signal numérique transmis de l'opérateur à l'essaim de chasseurs sans pilote. Le premier signal d'alarme a retenti début septembre. Plusieurs camions ont été attaqués par des drones FPV sur des portions de route en plein jour. À l'époque, cela a été perçu comme un hasard, la chasse réussie d'opérateurs isolés. Les pertes restaient ponctuelles. Mais dès fin septembre, la situation a commencé à changer. La fréquence des attaques a augmenté. Les drones ont commencé à apparaître en groupe. Ils ont appris à travailler en binôme. L'un détournait l'attention et les moyens de guerre électroniques, le second attaquait. Les chauffeurs ont commencé à s'inquiéter. Les premiers refus de partir en mission sans couverture supplémentaire sont apparus. Octobre 2024 a été le mois où l'illusion de sécurité s'est définitivement effondrée. Des drones FPV équipés de caméras thermiques ont commencé à apparaître sur la route. Cela a tout changé. Jusqu'alors, la nuit était un salut. Les convois se formaient après le coucher du soleil, circulaient dans l'obscurité complète, sans phare, en utilisant des dispositifs de vision nocturne. Le taux de passage réussi de nuit dépassait 90%. Mais l'apparition de drones équipés de vision nocturne a renversé cette logique. L'obscurité ne protégeait plus. Pire, elle s'est transformée en piège. Les chauffeurs, aveuglés par leurs propres dispositifs de vision nocturne, ne voyant pas les drones approcher jusqu'au dernier moment. Les signatures thermiques des moteurs en marche transformèrent les camions en cibles lumineuses sur les écrans des opérateurs adverses. Fin octobre, les statistiques sont devenues catastrophiques. Les pertes sont passées de 1 pour 1000 trajets à 1 pour 10. Une multiplication par 10 en 2 mois. Cela signifiait qu'un camion sur 10 n'arrivait pas à destination. L'adversaire appliquait une tactique que les analystes ont baptisée le carrousel. Au-dessus des sections clés de la route planaient en permanence, 24 heures sur 24, des drones de reconnaissance. Dès qu'un mouvement était détecté, des FPV d'attaque décollaient. Ils n'attaquaient pas au hasard, mais méthodiquement, en choisissant des cibles prioritaires, les véhicules de tête des convois, les camions de munitions, les véhicules du commandement. Le système fonctionnait comme une chaîne de montage de la mort. Surveillance continue, réaction instantanée, frappe inéluctable. Les premiers à craquer ont été les chauffeurs militaires professionnels. Ceux qui avaient fait Mariupol, Bakhmout, Avdiivka. Des gens difficiles à effrayer par un tir d'artillerie ou un tireur d'élite. Mais la torture psychologique quotidienne des trajets sur la T-0504 les a brisés eux aussi. Soit ils sont morts, soit ils ont catégoriquement refusé de partir en mission, préférant le tribunal militaire à la probabilité quasi certaine de mourir sur la route. Le commandement a fait face à une catastrophe de personnel. Le ravitaillement risquait de s'arrêter complètement. La solution trouvée a été cynique et terrible. On a commencé à mettre au volant des camions des civils mobilisés. Des chauffeurs de taxi de Dnipropetrovsk, des cadres de Kiev, des mécaniciens d'Odessa. Des gens qui n'avaient jamais tenu une arme et n'avaient pas vu la guerre avant leur ordre de mobilisation. On leur donnait 3 jours pour apprendre à conduire un poids lourd, on les équipait de cartes obsolètes et on les envoyait en mission. Les véhicules aussi étaient à l'avenant, vieux, usés, sans aucun blindage. Ce phénomène a reçu parmi les soldats ukrainiens un nom glaçant mais précis, la logistique de la viande. Un système où les vies humaines et les véhicules sont devenus un matériel consommable que le commandement était prêt à dépenser pour maintenir tant bien que mal un niveau minimal de ravitaillement. L'illusion de sécurité s'est effondrée. Devant eux s'étendait un long hiver d'agonie. Ayant pris conscience de l'ampleur de la catastrophe, le commandement ukrainien a tenté de trouver une solution technologique au problème. Si les drones détruisent les camions, il faut protéger les camions des drones. La logique était simple, presque évidente. Cependant, la réalité de l'affrontement technologique moderne s'est révélée bien plus cruelle et implacable. A commencé la course du blindage et du projectile dans son incarnation du XXIe siècle. L'affrontement des drones et de la protection contre les drones. Une course qui s'est terminée de façon prévisible par la victoire de l'attaquant sur le défenseur. En décembre 2024, des camions d'un nouveau type ont commencé à apparaître sur la route. Leurs cabines et leurs bennes étaient bardées de structures artisanales en treillis, faites de barres d'armature et de filets métalliques que les soldats ont surnommés barbecues. L'idée était simple.
créer une barrière qui ferait détonner la charge creuse du drone FPV à distance de la carrosserie du véhicule, dispersant l'énergie de l'explosion. Parallèlement, chaque camion a reçu un système de guerre électronique. L'industrie ukrainienne et les superviseurs occidentaux ont fourni en urgence au front des centaines de complexes Triton et Sanya, des générateurs de brouillage compacts capables de bloquer les canaux de communication entre l'opérateur et le drone jusqu'à 500 mètres. Les premiers résultats ont été encourageants. Durant les 3 semaines suivant l'adoption massive de ces mesures, l'efficacité des drones FPV a chuté d'environ 40%. Le taux de passage réussi est passé des catastrophiques 10% à des 60-65% plus ou moins acceptables. Dans les états-majors, on a respiré. Il semblait que la solution était trouvée. Les barbecues et la guerre électronique donnaient une chance aux camions. Les chauffeurs, épuisés par le carnage d'octobre, regardaient avec espoir les grilles soudées autour de leur cabine. Peut-être que ce métal sauverait vraiment. Peut-être qu'on pourrait rentrer vivant. Cependant, le répit a été de courte durée. L'adversaire s'est adapté à une vitesse effrayante. Dès fin décembre, des cas d'attaque de drones ignorant le fonctionnement des systèmes de guerre électronique ont commencé à être recensés. L'analyse a montré les opérateurs avaient simplement changé les fréquences sur lesquelles fonctionnaient les canaux de contrôle, sortant des limites du spectre de brouillage des code 5 et code SASM. Les spécialistes ukrainiens ont commencé frénétiquement à reprogrammer leur système, mais à peine avaient-ils bloqué certaines fréquences que l'adversaire passait à d'autres. C'était un jeu sans fin du chat et de la souris, dans lequel la souris avait toujours un coup d'avance. Et puis, mi-janvier 2025, un épisode s'est produit sur la route qui a définitivement enterré les espoirs de protection technologique. Un convoi de 12 camions, entièrement équipés de barbecues et de systèmes de guerre électronique, circulait de nuit sur un tronçon relativement sûr entre Rodivka et Ukrinsk. Les chauffeurs étaient expérimentés, les véhicules en bon état, la guerre électronique fonctionnait à pleine puissance, créant, pensait-on, un dôme impénétrable de brouillage. Et soudain, sans aucun avertissement, un drone FPV a percuté le camion de tête. 30 secondes plus tard, un second drone a détruit le véhicule de queue. 1 minute plus tard, le convoi était bloqué et les camions restants étaient méthodiquement achevés un par un. En 8 minutes, les 12 véhicules se sont transformés en carcasses en flammes. Alors que les opérateurs des systèmes de guerre électronique juraient que leur équipement fonctionnait parfaitement, ne détectant aucun signal radio dans les ondes. La raison était terrifiante dans sa simplicité. Des drones d'une nouvelle génération, équipés de systèmes de vision artificielle, étaient apparus sur la route. Leurs ordinateurs de bord étaient entraînés à reconnaître les silhouettes de camions, chars, VCI par leurs caractéristiques visuelles. Ces drones, dans la phase finale de l'attaque, n'avaient absolument pas besoin de liaison avec l'opérateur. Ils volèrent de façon autonome, utilisant l'intelligence artificielle pour choisir la trajectoire et le point d'impact. On ne pouvait pas les détourner de leur cap par du brouillage, car ils n'utilisaient pas de signal radio. On ne pouvait pas les tromper par de fausses signatures thermiques, car ils voyaient l'image réelle. C'était une arme contre laquelle les moyens de défense existants étaient impuissants. L'efficacité de la guerre électronique s'est effondrée de 40% à de misérables 7%. Les barbecues se sont révélés inutiles contre des drones qui avaient appris à viser les points vulnérables, les fentes d'observation des cabines, les roues, les réservoirs de carburant. La course technologique était terminée. La défense avait perdu. Des sections sont apparues sur la route que les chauffeurs appelaient « zones mortes ». La plus terrible d'entre elles était le tronçon de 3 km entre Rodivka et Ukrinsk. C'est précisément là, sur un segment étroit et rectiligne de la route, où il n'y avait aucune possibilité de manœuvre, où s'étendait de part et d'autre la steppe nue sans abri, que l'adversaire avait concentré la densité maximale de drones. Fin janvier 2025, le renseignement a dénombré sur ce segment 147 véhicules détruits. Ils n'ont pas été enlevés, pas été évacués, on les a simplement abandonnés. Les carcasses calcinées d'Oural, de Kamaz, de Humvee américains, de camions allemands ont transformé la route en cimetière improvisé de métal. Les chauffeurs à qui on ordonnait de partir en mission savaient « Si tu ne passes pas ces 3 km à vitesse maximale, sans t'arrêter une seule seconde, même si un camion en flammes bloque la route devant toi, tu ne survivras pas. » C'était une zone de destruction garantie. Et elle grandissait chaque jour,
s'étendant à de nouveaux segments de la route comme des métastases d'un cancer. Les technologies n'avaient pas sauvé. Il ne restait que l'espoir de la nature et d'un courage désespéré et fou. Avec l'arrivée de février, le commandement ukrainien a tenté une dernière fois de renverser la situation. Si la protection technologique ne fonctionne pas, il faut utiliser la nature. Les tempêtes hivernales, les chutes de neige, la couverture nuageuse basse, tout cela devait théoriquement compliquer le travail des drones, limiter la visibilité, les faire dévier de leur cap. Une opération à grande échelle sous le nom de code Caravane Grise a été planifiée. Son essence consistait à attendre les pires conditions météorologiques et, en une nuit, faire passer sur la route un énorme convoi de plusieurs dizaines de camions transportant des cargaisons d'importance critique, des obus de 150 mm, des missiles Javelin, des médicaments et des vivres. Le 18 février 2025, les prévisions promettèrent des conditions idéales, tempête de neige, visibilité inférieure à 50 mètres, vent en rafale jusqu'à 20 mm. Le convoi de 47 camions a été formé à Konstantinovka. Les chauffeurs ont reçu l'ordre le plus strict, circuler en colonne serrée, ne s'arrêter en aucune circonstance, forcer le passage à tout prix. Ils sont partis à 02h30 du matin quand la tempête battait son plein. Les 15 premiers kilomètres se sont déroulés sans incident. Il semblait que la nature était vraiment du côté des Ukrainiens. Mais ensuite, à l'approche de Rodivka, la catastrophe a frappé le convoi. Du rideau de neige, comme des fantômes, ont émergé de lourds quadricoptères industriels de type AC-9. Ces machines, créées pour la pulvérisation agricole et les prises de vues industrielles, avaient été modifiées pour un usage militaire. Leurs énormes hélices, leurs moteurs puissants, les rendaient résistants au vent et à la neige. Ils ne transportaient pas les légères charges creuses des drones FPV, mais de lourdes munitions explosives pesant jusqu'à 10 kg. Et ils pilonnaient méthodiquement, l'un après l'autre, les camions par le dessus. Les chauffeurs ne voyaient pas l'attaque. Les drones apparaissaient littéralement de nulle part, se matérialisant dans la visibilité d'1 mètre une seconde avant l'impact. En 40 minutes, 23 camions ont été détruits. Le convoi s'est étiré, a perdu sa formation, s'est transformé en un chaos de véhicules en flammes et de gens paniqués. Les véhicules survivants ont fait demi-tour et sont honteusement repartis vers Konstantinovka. L'opération Caravane Grise a échoué lamentablement. Et surtout, elle a dissipé la dernière illusion. La nature n'était plus une alliée. L'adversaire avait adapté ses technologies à toutes les conditions. Tempête de neige, pluie, brouillard, rien ne pouvait arrêter la chasse. Au printemps 2025, l'économie du ravitaillement du groupement de Pokrovsk est entrée dans une phase d'absurdité. Les analystes des services de l'arrière ont calculé le coût de livraison d'un seul obus d'artillerie de 150 mm aux positions de tir dépassait le coût réel de l'obus lui-même d'un facteur 10. Étaient comptabilisées les pertes de camions, la mort des chauffeurs, les dépenses en guerre électronique et protection, le coût du carburant et l'amortissement. Économiquement, c'était de la folie. Mais il n'y avait pas d'alternative. Sans obus, les positions tombaient encore plus vite. Le pourcentage acceptable de pertes logistiques, qui dans toute armée normale ne devrait pas dépasser 5%, est monté à un ahurissant 35%. Cela signifiait que sur 3 camions envoyés, un n'arrivait pas. Un tiers. Le commandement a accepté cela comme une donnée, comme le prix inévitable de la guerre. Les pertes de véhicules et d'équipage ont cessé d'être considérées comme une tragédie. Elles sont devenues une ligne dans un rapport, un point dans un calcul. L'économie cynique de la mort stipulait « Il est plus rentable de perdre un vieil Oural et un chauffeur mobilisé que de laisser une position tomber par manque de munitions. » La vie humaine était évaluée moins chère qu'une caisse d'obus. En avril, on a tenté d'instaurer une logistique moustique. Au lieu de gros camions, on a commencé à utiliser des véhicules légers isolés, des buggy, des motos, des quads. La théorie était simple. Une cible petite et rapide est plus difficile à toucher. Et effectivement, le taux de passage des véhicules légers isolés était plus élevé. Mais le volume de transport s'est effondré de façon catastrophique. Une voiture légère peut transporter 200 kg de marchandises au lieu de 5 tonnes. Pour assurer le niveau de ravitaillement antérieur, il aurait fallu faire 25 fois plus de trajets, ce qui était physiquement impossible. Sur les positions a commencé une famine d'obus. L'artillerie a été contrainte de passer à un régime d'économie drastique.
5 à 10 tirs par jour au lieu des centaines précédentes. L'infanterie s'est retrouvée sans appui. À l'été, la T-0504 s'est transformée non pas simplement en route dangereuse, elle est devenue un symbole de désespoir, une source de traumatisme psychique massif. Chez les chauffeurs ayant effectué ne serait-ce qu'un seul trajet, s'est développé un syndrome spécifique que les psychologues militaires ont baptisé syndrome de la route. Ces symptômes étaient épouvantablement similaires chez tous. Tremblement des mains, crise de panique au bruit d'un moteur en marche, cauchemar nocturne où la cabine du camion explose encore et encore, impossibilité de se concentrer, sensation permanente de bourdonnement de drone même dans le silence complet. Les compagnies médicales enregistraient une hausse brutale des pertes non combattantes liées à la logistique. Automutilation massive, des gens se tirèrent dans la jambe ou le bras juste pour être exemptés des trajets. Alcoolisme généralisé, les chauffeurs buvaient avant de partir pour étouffer la peur, buvaient après le retour pour oublier ce qu'ils avaient vu. Les cas de désertion se sont multipliés. Les officiers rapportèrent des situations où il fallait littéralement pousser les gens dans les cabines sous la menace d'une arme, avec des menaces d'exécution pour refus d'obéir aux ordres. En octobre 2025, le système s'est complètement effondré. Le nombre de pertes non combattantes, déserteurs, automutilation, effondrement psychique, a égalé les pertes combattantes sur la route. La T-0504 ne tuait pas seulement par le feu et les explosions. Elle tuait la volonté, la raison, la capacité d'un être humain à rester humain. La psychologie des chauffeurs était brisée totalement et irrémédiablement. Le système de ravitaillement agonisait. En décembre 2025, quand les troupes russes sont entrées dans Pokrovsk abandonnées par la garnison, les analystes ont pu évaluer l'ampleur de la catastrophe qui s'était déroulée sur la T-0504. Les chiffres ont dépassé les pronostics les plus sombres. En 15 mois d'opérations militaires sur un segment de 47 km, plus de 2000 véhicules de tout type ont été détruits. Pour comparaison, c'est plus que ce qu'a perdu toute une armée blindée dans les plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 3000 personnes ont été tuées ou blessées, des pertes comparables à la destruction de plusieurs brigades dans un affrontement ouvert. Le ravitaillement du groupement a chuté d'un facteur 5 par rapport au niveau d'août 2024. La garnison de Pokrovsk, qui comptait à son apogée jusqu'à 18 000 hommes, au moment de l'abandon de la ville, représentait de pitoyables vestiges. Des unités démoralisées, affamées, presque sans munitions et sans armement lourd, ne pouvaient plus offrir de résistance organisée. La chute de Pokrovsk est devenue inévitable, non pas à cause d'un assaut, non pas à cause d'un encerclement, non pas à cause d'une percée de colonnes blindées. Elle a résulté du fait que l'unique route reliant la garnison à l'arrière s'était transformée en cimetière impraticable. La route T-0504 est entrée dans les manuels militaires comme exemple classique de guerre logistique du XXIe siècle. Elle a démontré un basculement fondamental dans la nature du conflit armé. Dans la guerre moderne, pour mettre en déroute un important groupement adverse, il ne faut ni coins blindés, ni frappes aériennes massives, ni emploi de missiles de haute précision à portée stratégique. Il suffit de prendre le contrôle d'une artère de transport clé et, méthodiquement, jour après jour, détruire tout ce qui y circule en utilisant des systèmes de drones bon marché et produits en masse. L'économie de cette guerre était d'une efficacité meurtrière. Le coût moyen d'un drone FPV était de 400 à 500 $. Le coût du camion de munitions qu'il détruisait, de 50 000 à 200 000 $, sans compter la cargaison et l'équipage. Le rapport coût-efficacité était phénoménal. 1%, voire 1 pour 500. Aucun autre système d'armement ne pouvait se vanter de tels résultats. Un missile de précision à 1 million de dollars détruit une cible à 100 000. C'est de la parité. Un drone à 500 $ détruit une cible à un quart de million. C'est une révolution. La boucle de Pokrovsk s'est resserrée. La route a cessé d'être une artère pour devenir un capillaire, laissant passer le sang goutte à goutte. Et une armée sans sang est condamnée à mort. La T-0504 a tué tout un groupement sans tirer un seul coup de canon, sans larguer une seule bombe aérienne sur les positions. Elle l'a tué par la faim, la soif, la peur et le désespoir. C'était une guerre d'un nouveau type. Et dans cette guerre a vaincu celui qui a compris le premier. Au XXIe siècle, la maîtrise des routes est plus importante que la maîtrise des airs.